Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Questions contemporaines. Collection dirigée par J.P. Chagnolot. B. Péquignot et Desroland. Chômage, exclusion, globalisation. Jamais les questions contemporaines n'ont été aussi nombreuses et aussi complexes à appréhender. Le pari de la collection Questions contemporaines est d'offrir un espace de réflexion et de débat à tous ceux, chercheurs, militants ou praticiens, qui osent penser autrement, exprimer des idées neuves et ouvrir de nouvelles pistes à la réflexion collective. Dernière parution. Daniel Lago, Justice ou injustice internationale, 2009. Martin Kylhammar, Le moderniste intemporel. Essai sur la dimension culturelle du modèle suédois, 2009. Olivier Durand-Dire, À quoi bon aller voter aujourd'hui, 2009. Martienne Martin, Des humains quasi-objets et des objets quasi-humains, 2009. Abdel Aziz Houssine, Temps et langage dans la philosophie de Hegel, 2009. Jean-Joseph Regent, La part du citoyen, 2009. Jean-Didier Rosy, Privatisation de la violence. Des mercenaires aux sociétés militaires et de sécurité privée, 2009. Frédéric de Coninck, Je connais la situation, mais comment agir, 2009. Imerio Seminatore, L'Europe entre utopie et réel politique, 2009. Claude Fouquet, Modernité, source et destin, 2009. Eliane de Valicourt de Serranvillers, La preuve par l'ADN et l'erreur judiciaire, 2009. Yvan Frias et Jean-Luc Pouliquin, Soigner et penser au Brésil. Ces chemins de la culture qui passent par la France, 2009. Alia Saraya, Des engagés pour la cause des droits de l'homme en Égypte, 2009. Introduction. Le mérite de l'Occident, selon Brodel, est d'avoir cherché une riposte sociale assez efficace aux multiples duretés de l'industrialisation. Cette élaboration s'est faite au cours du XIXe siècle en 3 phases. Une phase révolutionnaire, idéologique, de la chute de l'Empire à la Commune. Une phase des luttes ouvrières syndicales. Avant 1914. Une phase politique ou étatique, de 1929 à 1950. 1. En Allemagne, l'application d'une législation sociale adaptée et octroyée par Bismarck essaie de faire échec à ce mouvement socialiste. Pour la première fois, elle attachait l'ouvrier à son patron et ne lui laissait plus aucun degré de liberté. C'est ainsi que les idées socialistes, nées avec Gracchus Babeuf pendant la Révolution, devaient sécréter des idéologies plus ou moins élaborées qui s'opposeraient au socialisme et conserveraient les institutions du passé. Notre propos est de tracer les principales tendances politiques au XIXe siècle. Celles-ci sont très conservatrices, précisément après Gracchus Babeuf et les excès révolutionnaires. Puis il faudrait situer la place des mouvements socialistes, qui vont tendre à s'opposer à ce conservatisme, parfois sauvage. Puis voir dans le détail parmi les différentes tendances, le socialisme utopique et ses principaux protagonistes, voir ainsi si certains d'entre eux n'ont qu'une opposition de surface avec les idées conservatrices, surtout en les examinant un à un, voir quels sont ceux qui ont fini par être pour partir. Pour finir, il faudra voir dans quelle mesure le socialisme utopique est à l'origine des autres mouvements socialistes du XIXe et XXe siècle. Chemin faisant, on aura pu apporter les notions d'origine de l'utopie de Thomas More, ce qui en montrera le danger. C'est autour de cette notion d'utopie, dont on ne peut exclure le danger de totalitarisme, que l'on essayera d'analyser le devenir des mouvements socialistes. Certains, égalitaires et sanglants, ne peuvent rien apporter, d'autres, plus tolérants, ont permis la naissance de la social-démocratie et ont pu contribuer à l'évolution sociale des sociétés européennes. Les mouvements conservateurs. 1. L'idéologie contre-révolutionnaire ou le traditionalisme est le premier courant conservateur important. Les traditionalistes veulent éradiquer le passé révolutionnaire, dénoncent la philosophie des Lumières et condamnent le rationalisme et le volontarisme. Louis de Bonald II et Joseph de Maistre vont par la suite proposer un modèle de société. Ils envisagent la construction d'une société à partir d'une vision traditionnaliste de l'histoire. La réforme représente pour eux le début de la décadence. Elle continue au XVIIIe siècle. Pour ces traditionalistes, Dieu est à l'origine des États, et une bonne monarchie doit donc être théocratique.
Cette idéologie eut un grand succès en France, surtout au début de la Restauration. On assiste à une résurgence de ces courants à la fin du XIXe avec le mouvement d'Action française, qui se structure pendant l'affaire Dreyfus. L'Action française voit dans la République le fruit de la Révolution française et dans le XIXe une période de décadence. Ce courant reste minoritaire, mais perdure jusque dans l'entre-deux-guerres. 2. Le XIXe est aussi l'âge d'or du libéralisme. Ce courant n'est pas propre à la France, mais le libéralisme français est un libéralisme plus politique qu'économique. Les libéraux français analysent la Révolution et en déduisent la primauté de la liberté individuelle sur la liberté politique. Ils défendent le bicamérisme et introduisent avec Benjamin Constant l'idée d'un quatrième pouvoir, régulateur ou neutre, donné à un monarque arbitre. De plus, Guizot et les doctrinaires partagent une réprobation de la souveraineté populaire et estiment que la nation doit être représentée par ceux qui ont un bien à défendre. Les révolutions, 1789 et 1830, sont perçues comme un mal nécessaire. La Révolution a achevé le mouvement de démocratisation de la société, fin des privilèges, mais la démocratie politique n'est pas installée durablement. La France est un modèle de société démocratique, car cette démocratie y est à la fois sociale et politique, mais Guizot craint la dérive de la démocratie vers le despotisme. Ces conceptions s'inspirent d'Adam Smith III. Valeur d'une marchandise et valeur travail. Ce n'est pas l'utilité qui est la mesure de la valeur échangeable, quoique elle lui soit absolument essentielle. Si un objet n'était d'aucune utilité, ou si nous ne pouvions le faire servir à nos jouissances ou en tirer quelque avantage, il ne posséderait aucune valeur échangeable. Les choses, une fois qu'elles sont reconnues utiles par elles-mêmes, tirent leur valeur échangeable de deux sources, de leur rareté et de la quantité de travail nécessaire pour les acquérir. Il y a des choses dont la valeur ne dépend que de leur rareté. Nul travail ne pouvant en augmenter la quantité, leur valeur ne peut baisser par suite d'une plus grande abondance. Tels sont les tableaux précieux, les statues et les livres, ils ne forment cependant qu'une très petite partie des marchandises qu'on échange journellement. Le plus grand nombre d'objets que l'on désire posséder est le fruit de l'industrie, on peut donc le multiplier. Quand donc on parle des marchandises, de leur valeur échangeable, et des principes qui règlent les prix relatifs, l'on n'a en vue que celle de ces marchandises, dont la quantité peut s'accroître par l'industrie de l'homme, dont la production est encouragée par la concurrence. C'est avec la Révolution française que naît le nationalisme. 3. L'émergence du nationalisme, on assiste à la naissance de ce mouvement, avec la Révolution. Celle-ci se fait au nom de la nation. L'adhésion des Français à la nation est symbolisée par la fête de la Fédération. Durant tout le XIXe, le courant nationaliste va s'incarner dans les familles politiques républicaines et bonapartistes. C'est un courant enraciné à gauche, un nationalisme revanchard qui veut la disparition des traités de 1815, un nationalisme nullement pacifique. Les républicains abandonnent l'idée de revanche, par l'exaltation des héros de l'histoire de France. Les nationalistes se retrouvent autour du général Boulanger, et l'on voit alors la fusion du culte de l'État-nation et d'un nationalisme belliciste. Le nationalisme bascule alors à droite. C'est l'époque où naît par ailleurs le socialisme. Le socialisme a un lien avec la Révolution française autour des réflexions de Babeuf. 5. Le premier tiers du XIXe voit la naissance d'un socialisme utopique. À la fin des années 1830, se forme un socialisme à la française. Deux courants apparaissent ainsi. Un courant blanquiste ou socialisme révolutionnaire. Ce courant se rattache au courant républicain par fidélité à la Révolution française et il est marqué par un fort anticléricalisme. Il prône la révolution par l'insurrection et envisage une nouvelle société sans classe, dans laquelle le salariat aurait disparu, un monde nouveau sur les bases de justice et d'égalité. Le stade ultime en est le communisme avec la gestion en commun des terres et de l'industrie. Le courant de Proudhon envisage la socialisation des biens et remet en cause le rôle de l'État dans la société. Il définit des principes fédératifs, une société fondée sur l'individu uni au sein d'une commune. L'État central doit en effet avoir uniquement un rôle d'impulsion du pays vers le progrès. Il souhaite une organisation de la société dans un cadre national et international.
À la fin du XIXe émerge le marxisme. Jules Guesde l'introduit en France et crée le POF qui critique le régime républicain et fait de la propagande révolutionnaire. Jaurès défend plutôt un socialisme réformiste 1905, SFIO. Michel Winocq considère que le socialisme français procède de 5 courants. L'imaginaire utopique. Une philosophie de l'histoire. Une critique de l'économie politique. Une base politique, avec aspiration à la démocratie. Une base sociale, le prolétariat industriel. L'imaginaire utopique est à la fois le lieu, topo, du bien et une région qui n'existe pas, ou utoposis, il décrit un voyage fictif dans une région qui n'existe pas. 150 titres sont publiés en France sur ce thème entre 1700 et 1789. Des projets d'organisation sociale, dans un souci éthique ou philosophique, sur le modèle de la République de Platon. D'une manière générale, ce terme d'utopie est très ambigu. Il a une origine, due à Thomas More, qui en fait un ailleurs paradisiaque inatteignable. Lorsqu'il est appliqué au socialisme, il veut au contraire dire qu'il est une sorte de socialisme anticipé. Mais ils sont très vite considérés comme de dangereux, fous. C'est du reste vers 1880 que Marx et Engels ont opposé le socialisme scientifique au socialisme utopique des précurseurs qui du reste n'acceptaient souvent pas ce terme. 7. Ils le remplacent du reste par une notion de philosophie de l'histoire. En fait, un sens précis de l'utopie est nécessaire, tant sont ambiguës les définitions et les conséquences que l'on a pu donner à ce terme. Dans le sens courant, l'utopie est un rêve irréalisable. Thomas More fut le premier à utiliser ce mot pour désigner la société parfaite qu'il imaginait. L'utopie est un bon lieu inexistant. Elle est, dira Jean-Jacques Wunenburger, la relation de l'imagination historique avec cet ailleurs qui n'est jamais tout à fait nulle part et qui nous déporte toujours vers du nouveau. Certains penseurs considèrent les utopies comme des choses positives, qui favorisent le progrès de l'humanité, d'autres les considèrent comme une invitation au totalitarisme. Pour comprendre ces interprétations opposées, il faut situer l'utopie par rapport à l'idéal et par rapport à l'idéologie, de justice par exemple. Elle est inaccessible à la manière d'une étoile. On sait qu'on ne l'atteindra jamais, mais on peut espérer faire de modestes progrès vers le bien en le prenant comme repère dans la nuit de l'action. Solon, le fondateur du premier état de droit, est l'homme qui avait pris un idéal de justice comme guide, sans se faire d'illusions sur les obstacles auxquels il se heurterait en chemin. Les pires crimes lui paraîtront alors justifiés. Est-il besoin d'évoquer ici le souvenir de Staline, d'Hitler et plus près de nous, de Saddam Hussein? Les cités idéales de Platon, de Saint-Augustin ou de Thomas More sont plus proches de l'idéal que du réel. D'autres comme le projet de Staline, celui de Marx ou celui des millénaristes libéraux actuels, sont plus proches du réel. Aldous Huxley cite au début du Meilleur des mondes, « Les utopies apparaissent comme bien plus réalisables qu'on ne le croyait autrefois. » Et nous nous trouvons actuellement devant une question bien autrement angoissante. Comment éviter leur réalisation définitive? Les utopies sont réalisables. La vie marche vers les utopies. Et peut-être un siècle nouveau commence-t-il, où les intellectuels et la classe cultivée rêveront au moyen d'éviter les utopies et de retourner à une société moins parfaite et plus libre. 8. Millénarisme et socialisme. L'héritage judéo-chrétien, c'est l'âge d'or avant la chute. Un temps historique qui doit s'achever par l'affrontement entre les forces du bien et celles du mal. Un retour à l'âge d'or avant le péché, soit pendant un millénium terrestre, soit au paradis. Deux notions sont transmises par les mouvements millénaristes. L'idée d'un combat ultime, d'une lutte finale entre le bien et le mal, et la notion du millénium. Aujourd'hui, le socialisme désigne de manière très vaste et très générale tous ceux qui prônent la rénovation de l'organisation sociale dans une perspective de justice sociale. Ce sont aussi bien les marxistes que les anarchistes et les sociodémocrates. Ces courants sont opposés sur des sujets fondamentaux, pour ou contre l'État, pour le parlementarisme ou la démocratie directe. Il faut que le socialisme sache relier les deux pôles, le communisme ouvrier et l'individualisme paysan neuf. En effet, d'après la définition de Bertrand Russell, l'essence du socialisme est par définition la revendication de la propriété commune de la terre et du capital.
La propriété commune peut signifier la propriété par un État démocratique, mais n'inclut pas la propriété par un quelconque État, qui ne serait pas démocratique. Dans la pensée philosophique, la plupart des courants socialistes se réclament du matérialisme, par opposition à l'idéalisme. Actuellement, le terme socialisme évoque des réalités différentes selon les pays. Les intellectuels français rationalistes de l'entre-deux-guerres comme Paul Valéry se référèrent par contre davantage à René Descartes, en tant que chef des conjurés, c'est-à-dire selon la formule de d'Alembert et la vision des Lumières, en tant que premier penseur laïque. Le mouvement socialiste est divisé sur plusieurs concepts, dès son apparition. Les uns estiment que l'État est un ennemi par sa nature même, dont rien de bon ne peut sortir. D'autres estiment qu'il est un outil dangereux mais utile, pourvu que l'on puisse en prendre le contrôle, avec là encore des divergences sur la méthode. De manière générale, l'on peut distinguer trois courants de pensée. Les partisans d'une disparition de l'État à long terme, mais pour s'en servir pendant la phase de transition. Les communistes marxistes prônent ainsi d'accaparer des leviers de pouvoir de l'État de manière violente par les prolétaires organisés, afin d'instituer la dictature du prolétariat. Les partisans d'une transformation sociale s'appuyant sur l'État, par des moyens non violents, élections, groupe parlementaire socialiste. La violence est rejetée car inutile. Ce courant est un socialiste réformiste. Il donna naissance au Parti socialiste de gouvernement, qualifié selon les pays et les traditions de parti socialiste, travailliste ou sociodémocrate, transformé après la guerre, en deuxième international bis puis refondé en international socialiste. Ils sont héritiers de la deuxième internationale. Les partisans de l'abolition immédiate de l'État, libertaires et minorité des marxistes, refusant l'utilisation d'un appareil d'oppression, l'État. Les libertaires défendent le fédéralisme au sein de la classe ouvrière. Le syndicalisme ou le communalisme étaient des moyens pratiqués vers l'union des travailleurs, avant qu'ils ne deviennent subventionnés par l'État bourgeois au cours du XXe siècle. Par ailleurs, on a tenté des socialismes utopiques, dans le cadre des colonisations. Les résultats pratiques de ces expériences ne furent guère convaincants, mais contribuèrent à nourrir la réflexion. Les clivages initiaux de la pensée socialiste évoluèrent littéralement vers son éclatement, en multiples idéologies et conceptions de la société. Les courants politiques qui se revendiquent aujourd'hui du socialisme sont le socialisme marxiste, la social-démocratie, soit le socialisme tel qu'employé couramment, et les socialismes autogestionnaires ou libertaires, confèrent anarchisme. Le socialisme utopique dans sa manière d'envisager la société et le rapport à l'économie n'a pas connu de filiation politique claire et revendiquée. Cependant, l'on peut émettre l'hypothèse qu'il a influencé plus ou moins la constitution de certains systèmes de pensée à gauche, non marxistes et en rupture avec la social-démocratie. Les fondateurs du socialisme peuvent être schématiquement envisagés, selon leur pensée dominante. 10. Le socialisme réformiste a une volonté de réformer la société existante, en procédant à des aménagements progressifs, dont l'accumulation permettra d'améliorer la situation du plus grand nombre et de réaliser la justice sociale. Le socialisme anglais, contexte de la révolution industrielle. Robert Owen en est le principal représentant. La justice sociale passe par l'intervention de l'État. Le socialisme français prône l'acceptation de l'industrialisation et l'établissement d'une société nouvelle. À travers sa parabole, 1819, il veut démontrer l'importance relative des catégories sociales. Cette importance est liée à la participation, oisif ou frelon, à la production. La société nouvelle est fondée sur deux idées principales, la classe industrielle et la classe fondamentale, la classe nourricière de la société, la politique et la science, qui a pour objet l'ordre des choses le plus favorable à tous les genres de production. L'administration des choses doit remplacer le gouvernement des hommes. L'anarchisme de Proudhon, ce sont les critiques de la société existante axées sur la propriété privée. La propriété, c'est le vol, et l'État n'est jamais qu'un moyen d'oppression. La société nouvelle doit être juste et égalitaire. Il faut supprimer la propriété privée. Les principaux utopistes sont Fourier et ses phalanstères, Louis Blanc et les ateliers sociaux, Blanqui et le communisme. Raspail est peu conceptuel. Il est mêlé aux événements,
Et il est l'un des premiers députés socialistes après le Second Empire. Il a pris en effet position pour la Commune. Le marxisme a de nombreux héritiers: léninisme, spartakisme, trotskisme, maoïsme, castrisme, titisme, la voie italienne de Gramsci, la voie française de Roger Garaudy. Le socialisme en général a 3 apports. Une technique du pouvoir. Le gouvernement révolutionnaire, le salut public, plus tard la dictature du prolétariat. Une technique du contre-pouvoir, qui comporte un pouvoir populaire, des assemblées siégeant en permanence, la minorité la plus politisée du peuple de Paris, artisans, compagnons, boutiquiers. C'est une démocratie directe, à mandat impératif, entraînant une révocabilité des élus, par une manifestation de masse. Une technique de prise du pouvoir, Babeuf et la conspiration des égaux. Une organisation clandestine dirige une insurrection au moment choisi, et prend le pouvoir au nom du peuple. Une critique de l'économie politique. Le socialisme rêvé, recherche de l'égalité et de la justice entre les hommes, devient une doctrine moderne avec les débuts de la révolution industrielle. Dans la genèse des mouvements socialistes utopiques, les événements antérieurs ont eu une influence plus ou moins considérable. Le XVIIIe en est le précurseur. Chapitre 1 – L'apport du XVIIe siècle au socialisme 11. Les historiens ont répété à l'envi que le XIXe siècle, le siècle de l'histoire, avait passé son temps à réagir contre le XVIIIe siècle du rationalisme. À l'encontre, Lançon s'est plu à montrer ainsi le rôle de l'expérience dans la formation de cette morale rationnelle vers laquelle tendait le monde des philosophes. Le souci de l'observation et de l'enquête était permanent, chez les contemporains de Voltaire ou de Rousseau. Ainsi s'accumulaient les milliers de connaissances qui devaient permettre la magnifique floraison de sciences dont fut témoin, à la veille de la Révolution et en pleine Révolution, le XVIIIe siècle finissant. Ce sont les mathématiques, l'astronomie, la chimie, la physique, la biologie qui connaissent alors de magnifiques rajeunissements. Et lorsque viendra un Henri de Saint-Simon, gentilhomme enivré d'ambitions intellectuelles grandioses pour accomplir la synthèse des sciences qu'il croit nécessaire, il revendiquera pour lui l'honneur de poser la coupole, mais il sait que les piliers ont été élevés pierre à pierre par les esprits curieux si nombreux et si actifs au XVIIIe siècle. Et plus que tous les autres, les penseurs hommes d'action du XVIIIe ont eu les yeux grands ouverts sur les réalités historiques. La meute des encyclopédistes, qui se rue avec tant d'ardeur contre préjugés et privilèges, a pris aussi sa part chère à Bacon. Les Diderot, les de Jaucourt, les Boucher d'Argy, accumulent et cherchent à ordonner des connaissances positives pour la préparation d'une philosophie de l'histoire qui devrait être tout autre chose. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.